Un drone a survolé un bateau oublié, et ce qu'il a capturé défiait toute logique. Ce qui semblait être un simple abandon cachait une scène troublante, presque surréaliste, qui a laissé sans voix ceux qui l'ont vu. Écho d'un passé perdu, signe de quelque chose que la nature a vigoureusement réclamé. Mais surtout, un mystère qui suscite plus de questions que de réponses. Numéro 1. Une scène déconcertante a eu lieu sur le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique, le MC Barge. Ce vieil restaurant flottant de McDonald's au design futuriste est apparu partiellement couché. Ce fait pourrait signifier la fermeture définitive d'un chapitre pour cet emblème, une relique de l'Expo 86 qui repose maintenant renversée dans l'eau. Les images capturées depuis les airs montraient la structure inclinée de manière dramatique, avec ses fenêtres immergées et ses formes auparavant élégantes désormais corrodées par le temps. Baptisé à l'origine Friendship 500, le MC Barge était une attraction phare lors de l'Expo 86 de Vancouver, où il était présenté comme un modèle d'innovation. Le bateau à 2 niveaux, équipé d'une cuisine moderne et de murs en verre, offrait des plats rapides à des milliers de visiteurs à bord. Cependant, après la fermeture de l'exposition, sa fonction s'est estompée. Depuis lors, le bateau a dérivé, sans cap clair, et a été mis à l'écart, rouillant lentement en se déplaçant d'un port à un autre. Au fil des ans, de multiples propositions ont émergé pour lui donner une nouvelle vie, allant de la transformation en restaurant de fruits de mer à celle en centre de recherche, mais aucune ne s'est concrétisée. En 2015, il a été remorqué à Maple Ridge, déjà visiblement détérioré par l'humidité, la rouille et la végétation commençant à le recouvrir. Son naufrage récent n'a pas été abrupt, mais plutôt le résultat d'une usure prolongée. Ce qui était autrefois un symbole de la cuisine rapide futuriste est désormais submergé par les eaux troubles de l'oubli, une capsule flottante piégée par le temps présent. Numéro 2. Pendant plus de 20 ans, le Carnival Inspiration a parcouru les mers comme un symbole de luxe et de divertissement, accueillant des fêtes sans fin, des dîners formels et des vacances inoubliables. Cependant, en 2020, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, l'industrie des croisières s'est complètement paralysée. Dans le cadre d'une réduction drastique de sa flotte, Carnival Cruise Line a décidé de retirer plusieurs de ses navires, dont ce bateau évalué à 465 millions de dollars. La destination finale de l'Inspiration a été un démantèlement silencieux dans les chantiers navals d'Ealia, en Turquie. Depuis le ciel, des drones ont capturé ces dernières images. Des ponts désertés, des toboggans dépourvus de rire, des piscines vides recouvertes de rouille et des structures corrodées par le soleil. Ce qui fut autrefois une ville flottante de plaisir semblait maintenant un vaisseau fantôme échoué dans le temps. Avant d'être complètement démonté, quelques explorateurs urbains réussirent à monter à bord. Ils trouvèrent des jetons de casino encore sur les tables, des machines à sous-figer à mi-usage et des cabines scellées dans un silence troublant. Les salles de bal, avec leurs chaises alignées, attendaient une musique qui ne résonnerait plus. Aujourd'hui, le Carnival Inspiration survit seulement dans des photographies et des souvenirs. Les images de son abandon final nous montrent plus qu'un bateau démantelé. Elles révèlent la fin abrupte d'une époque, un rêve flottant emporté par la tempête d'une crise mondiale. Numéro 3. Des images récentes prises par des drones ont de nouveau attiré l'attention sur l'un des naufrages les plus dangereux du monde, le SS Richard Montgomery, un cargo américain de la Seconde Guerre mondiale qui a coulé en 1944 près de Sheerness, en Angleterre. Apparemment inoffensif en surface, sous l'eau se cache un héritage explosif. Plus de 1400 tonnes de munitions encore intactes reposent à l'intérieur de sa coque corrodée. Immergé à environ 18 mètres de profondeur dans l'estuaire de la Tamise, le navire demeure un rappel silencieux du risque latent que représente l'héritage militaire. Bien que des tentatives initiales aient été faites pour extraire sa cargaison, l'opération a été jugée trop dangereuse et a rapidement été abandonnée. Depuis lors, le bateau a été laissé pratiquement tel qu'il était après le naufrage. Avec le temps, la structure du Montgomery s'est affaiblie. Certaines estimations mettent en garde qu'une explosion accidentelle pourrait causer de graves dommages à la zone environnante. De plus,
Des préoccupations circulent quant à la possibilité que certaines des bombes contiennent du gaz moutarde, ce qui augmenterait le niveau de menace. Pendant ce temps, les propositions pour atténuer le danger, comme le retrait des mâts ou la mise en containment du site, ont été reportées encore et encore. Les navires continuent de naviguer près de ce piège mortel, et le bateau rouillé continue de garder sa cargaison comme une capsule du temps chargée de poudre à canon. Au cœur de l'estuaire, le Richard Montgomery reste comme un avertissement flottant de ce qui se cache sous la surface. Numéro 4. Pendant plus de 10 ans, un bateau de croisière abandonné a flotté en silence, oublié par le temps. Un drone l'a survolé et a capturé des images inquiétantes. Des ponts infestés de millions de mouches et d'abeilles, des rampes rouillées et des fenêtres brisées. La scène ressemblait plus à un nid étrange qu'à un navire. Le bourdonnement constant des insectes donnait l'impression que la nature avait pris le contrôle. Les images sont devenues virales et ont généré des théories sur des ruches mutantes ou des expériences échouées. Cette découverte est un rappel inquiétant que certains navires sont abandonnés pour des raisons qui vont au-delà de l'oubli. Numéro 5. Dans les profondeurs de la jungle qui entoure Étape, sur la côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, reposent encore les restes silencieux des avions abattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la campagne du Pacifique, cette région a été le théâtre de combats intenses entre les forces alliées et japonaises. En avril 1944, les Alliés lancèrent l'opération Persécution, débarquant à Étape pour couper les lignes ennemies et sécuriser une base stratégique. Depuis des pistes improvisées, des avions tels que les B-25 Mitchell, P-38 Lightning et les transports C-47 survolaient la zone chaque jour. Beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. Certains ont été abattus par le feu ennemi, d'autres se sont perdus dans les montagnes ou sont tombés en raison de pannes mécaniques au milieu de tempêtes tropicales. Les pilotes qui survivaient à l'impact faisaient face à la jungle, humidité extrême, maladies et parfois des patrouilles japonaises. Aujourd'hui, les restes de ces aéronefs demeurent rouillés et couverts de végétation, avec des ailes recouvertes de mousse et des fuselages tordus entre les racines et les branches. Certains ont été découverts par des habitants ou des explorateurs, mais d'autres restent cachés, engloutis par la forêt. Plus que des ferrailles, ces avions sont des capsules du temps. Beaucoup conservent des insignes décolorés de l'USAAF ou de la RAF et montrent des impacts de balles et d'explosions. Dans certains cas, des objets personnels ont été retrouvés près des restes. Plaques militaires, journaux de vol, ustensiles de campagne. Pour les habitants locaux, certains de ces lieux sont considérés comme sacrés. Des légendes circulent sur des avions fantômes, des bruits dans le ciel nocturne et des esprits qui gardent les restes de ceux qui sont morts loin de chez eux. Plusieurs équipes de récupération ont documenté et préservé certains de ces découvertes, tandis que d'autres ont été laissées là où elles sont tombées, comme des monuments naturels recouverts par la jungle. La région d'Étape continue de garder des secrets du passé, enveloppés dans des lianes et le silence. Chaque avion retrouvé est une histoire sauvée de l'oubli, un témoignage d'une guerre dévastatrice, d'hommes courageux et d'un temps où les cieux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient le théâtre du feu, de la fumée et du destin. Numéro 6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les jungles du Pacifique Sud et de l'Asie du Sud-Est ont été le théâtre de combats intenses entre les forces alliées et les troupes japonaises. Des régions comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Birmanie et les Philippines se sont transformées en champs de bataille couverts de boue, d'humidité et de végétation impénétrable. Au milieu de cette lutte, des chars, des camions blindés et d'autres véhicules militaires ont été déployés, et à la fin du conflit, ils ont été abandonnés à leur sort entre les arbres et les marais, enveloppés par la jungle comme si la nature avait voulu effacer toute trace humaine. Avec le temps, ces véhicules ont commencé à faire partie du paysage. Certains chars restent rouillés mais reconnaissables, avec des canons pointés vers le vide et des symboles militaires encore visibles sous la mousse. À l'intérieur, des restes personnels ont été trouvés. Casques, photographies, bouteilles d'eau, carnets avec des notes en japonais ou en anglais. Pour les habitants locaux, ces restes métalliques ne sont pas seulement des déchets anciens, mais des témoins muets d'un passé violent qui a laissé des cicatrices profondes sur ces terres éloignées. Aujourd'hui,
Beaucoup de ces chars sont encore là, enveloppés dans le silence de la jungle, comme des monuments naturels d'une guerre qui s'est déroulée loin des gros titres. Ceux qui les rencontrent lors d'expéditions ou de randonnées sentent que le temps s'arrête un instant. Devant ces machines rouillées, couvertes de racines et de feuilles, on comprend que l'histoire ne vit pas toujours dans les musées. Parfois, elle repose oubliée au milieu de la jungle, attendant d'être rappelée. Numéro 7. Un énorme bateau au milieu de la jungle. Ce n'est probablement pas quelque chose que vous imagineriez trouver à un endroit comme celui-ci, et encore moins en parfait état. Cette histoire s'est déroulée sur une île, où un explorateur a documenté son voyage dans The Huffington Post. Avec son meilleur ami, il profitait de la vie insulaire et faisait une petite expédition quand, tout à coup, ils sont tombés sur un bateau échoué sur la rive. Au début, cela ne semblait rien d'exceptionnel, puisqu'ils étaient sur une île, mais ce qui les a choqués, c'était l'état du bateau. Il était impeccable. Avec le temps, il est normal que les bateaux abandonnés soient pris par la nature ou vandalisés par des graffitis et d'autres signes de détérioration. Cependant, en entrant, ils ont découvert que tout était en parfait état. Il n'y avait aucun signe de destruction ni d'abandon, comme si le navire était encore prêt à appareiller. Sauf qu'il n'y avait personne à bord. Intrigués, ils commencèrent à interroger les habitants de l'île sur le bateau. Au début, personne ne voulait parler du sujet. Mais lorsqu'ils parvinrent à obtenir des réponses, l'histoire devint encore plus troublante. Ils découvrirent que des gens étaient morts sur ce bateau et que, bien qu'il soit parfois utilisé comme hôtel en cas d'urgence, les gens évitaient d'y séjourner par crainte de subir le même destin. Numéro 8. Bateau dans le désert. Moignac, autrefois une ville portuaire prospère sur les rives de la mer d'Aral, est désormais abandonnée, une ombre de ce qu'elle était dans le passé. Dans les années 1960, Moignac abritait plus de 40 000 personnes et était un important centre de pêche et de commerce. Cependant, en raison d'une intervention environnementale désastreuse de l'Union soviétique, la mer d'Aral a commencé à se réduire, une grande partie de son eau ayant été détournée pour l'irrigation. Pendant plus de 4 décennies, le volume d'eau de la mer d'Aral a diminué de manière incroyable de 90%, laissant l'écosystème dévasté et transformant l'ancienne ville portuaire florissante en ville fantôme. La tragédie de Moignac est marquée par une vision troublante, les restes de bateaux abandonnés dans le désert. Ces embarcations rouillées sont des symboles frappants de l'effondrement de la ville. Des bateaux qui étaient autrefois utilisés pour le commerce et la pêche gisent maintenant échoués dans le désert, loin de tout cours d'eau. Cette dure réalité est un rappel de la façon dont l'intervention humaine peut causer des dommages irréparables à la nature. Les bateaux abandonnés de Moignac sont un témoignage silencieux de l'impact dévastateur du changement climatique et de la gestion non durable des ressources naturelles. Il nous rappelle que l'avenir de nombreuses régions dépendantes de l'eau pourrait faire face à un destin également tragique si le réchauffement climatique et la mauvaise gestion des ressources ne sont pas pris en compte. Numéro 9. L'avion abandonné. Bali, Indonésie, est connu pour ses paysages impressionnants et sa richesse culturelle. Mais il y a une attraction inhabituelle qui intrigue les locaux et les touristes depuis des années. Dans un champ proche d'une carrière de calcaire repose un Boeing 737 abandonné qui est là depuis 2007. Cet endroit a suscité de nombreuses questions parmi ceux qui le visitent. Que fait un avion au milieu d'un champ, loin de tout aéroport? Étrangement, il n'y a aucun indice d'un accident, ce qui laisse beaucoup de gens spéculer sur l'origine de l'avion. La théorie la plus populaire suggère qu'il a été transporté jusqu'à l'endroit par quelqu'un avec de grands plans, transformer l'aéronef en un restaurant unique. Cependant, des problèmes financiers ou d'autres obstacles ont empêché le projet d'être achevé, laissant l'avion abandonné pendant des années. Malgré cela, le site est devenu une attraction touristique peu conventionnelle. Les gens le visitent pour admirer la vue inhabituelle d'un énorme avion situé à un endroit si inattendu, ajoutant une touche intrigante au tourisme déjà diversifié de Bali. Ce n'est pas le seul avion sur l'île. Il y a 2 autres avions abandonnés, chacun avec sa propre histoire singulière. L'un se trouve à côté d'un magasin Dunkin' Donuts,
créant un contraste curieux entre le commerce moderne et les vestiges abandonnés du passé. L'autre est situé au sommet d'une falaise, offrant aux visiteurs une vue spectaculaire sur l'océan. Ces avions abandonnés sont devenus des symboles du charme excentrique de Bali, attirant des visiteurs fascinés par le mystère de leur présence. Bien que les intentions originales derrière ces étranges installations ne soient peut-être jamais totalement comprises, elles ajoutent une touche d'émerveillement à l'atmosphère vibrante de Bali. Peut-être qu'un jour, quelqu'un reviendra pour terminer ce qui avait été prévu et transformera l'un de ces avions en un véritable restaurant. Numéro 10. Au cœur du Brésil, au milieu de la dense jungle amazonienne, se trouve un endroit appelé Fordlandia. Cet endroit a été construit par Henry Ford, le célèbre créateur des voitures Ford, dans les années 1920. Ford avait un plan ambitieux. Il voulait créer une ville modèle pour produire du caoutchouc et ainsi approvisionner ses usines de voitures aux États-Unis. Pour cela, il a acheté un énorme terrain en Amazonie et a commencé à construire des maisons, des hôpitaux, des écoles et des usines, tout cela suivant le style américain. Mais Ford n'a pas bien compris comment fonctionnait la jungle ni la culture locale. Il a imposé des règles strictes aux travailleurs brésiliens, comme des horaires rigides, des régimes occidentaux, qui incluaient des aliments auxquels les locaux n'étaient pas habitués, et l'interdiction de l'alcool. Cela a suscité beaucoup de résistance parmi les travailleurs, qui souffraient en outre des conditions de travail difficiles. Pour aggraver les choses, les cultures de caoutchouc ont été dévastées par des ravageurs et des maladies tropicales, quelque chose que les techniciens envoyés par Ford n'ont pas suggéré. De plus, le marché du caoutchouc a changé radicalement lorsque d'autres pays ont commencé à produire du caoutchouc synthétique moins cher. En 1945, après près de 2 décennies d'échecs, Fordlandia a été complètement abandonné. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme recouverte par la jungle. Les rues sont vides, les maisons sont en ruine et les usines sont remplies de rouille. Des arbres géants ont poussé entre les bâtiments, et des animaux sauvages ont pris possession des lieux. C'est comme si la nature avait repris son territoire, effaçant toute trace de la tentative humaine de la contrôler. Fordlandia est un rappel de la difficulté à s'imposer sur la jungle sans la comprendre ni la respecter. Numéro 11. Récemment, une découverte fascinante a été faite sous l'eau, attirant beaucoup d'attention dans le domaine géopolitique. Un drone d'exploration a trouvé quelque chose de tout à fait curieux près de l'île de Hainan, en Chine. Les images capturées montrent ce qui pourrait être une structure sous-marine secrète, possiblement une base ou une installation qui a échappé à la vue de beaucoup. Certaines des images révèlent un sous-marin semblant entrer dans un tunnel sous-marin, ce qui suggère qu'il pourrait être lié à une base marine dans la région. Cette zone, située au sud de l'île de Hainan, joue un rôle important dans la sécurité maritime de la Chine. De plus, l'île se trouve dans un emplacement stratégique, très proche des intérêts maritimes de la Chine dans la région. Les experts s'accordent à dire que des bases sous-marines comme celle-ci pourraient être essentielles pour renforcer la défense navale, offrant un moyen de protéger les flottes de sous-marins en cas de situation délicate. Les sous-marins, comme le type 093, sont connus pour leur capacité à réaliser plusieurs missions avec une technologie avancée. Ce type d'avancée dans la technologie navale fait partie des efforts de la Chine pour moderniser ses capacités et sécuriser ses intérêts en mer. Numéro 12. Un incident sous-marin qui a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective. Le malheureux accident du sous-marin Ocean Gate. Le monde entier a observé lorsqu'un chronomètre a été placé sur les décès imminents de 5 passagers du sous-marin Ocean Gate, tandis que l'embarcation s'enfonçait dans l'immensité et la profondeur de l'océan. On a rapporté que le sous-marin n'avait que 96 heures de réserve d'oxygène, environ, bien que de nombreuses chaînes de nouvelles et pages de réseaux sociaux effectuaient un compte à rebours en direct de ces 96 heures d'espoir. Lorsque le chronomètre a atteint 0, toutes les missions de sauvetage se sont arrêtées, car la célèbre expédition d'Ocean Gate a fait une déclaration regrettable sur les décès des 5 passagers, y compris le PDG de la société, Stockton Rush. En tenant compte de tout,
La mission de sauvetage était une course contre la montre et il y a maintenant des rapports récents qui insinuent que le résultat de la mission était prédéterminé ou manipulé depuis le début. Le sous-marin était en mauvais état et il y avait un mépris évident pour les protocoles de sécurité, ce qui a conduit à sa condamnation bien avant le début de l'expédition. Dans des situations où l'on peut contaminer d'autres, il ne s'agit pas seulement de soi-même, mais du bien-être collectif, en priorisant la santé générale. Sans mentionner que les conditions entourant la mission de sauvetage étaient également extrêmement difficiles. Les sauveteurs étaient inquiets que le sous-marin manque d'oxygène avant les 96 heures désignées, compte tenu du nombre de passagers, et alors que de nombreux reportages énonçaient sans relâche que la mission de sauvetage avait également le même nombre d'heures pour localiser le sous-marin disparu. Les experts ont dû donner leur avis à ce sujet. Selon les experts en sous-marin et en expédition du Titanic, les sauveteurs avaient environ 76 heures pour localiser le bateau OceanGate disparu. Même alors, les chances de retrouver des passagers vivants étaient assez minimes. Aussi diabolique que cela puisse paraître, les passagers n'avaient pas d'issue. Il est vrai que tout humain essayant de nager à 4 km sous la surface de l'océan serait écrasé par la pression océanique. Mais les humains ont tendance à lutter pour leur survie, n'est-ce pas? Bien que cela soit difficile à croire, les 5 passagers étaient piégés à l'intérieur du sous-marin, ce qui signifie que la porte du véhicule ne pouvait être ouverte que de l'extérieur. Il n'est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Même si le sous-marin était retrouvé au fond de l'océan avec les passagers en vie, les opérations de sauvetage de la garde côtière des États-Unis seraient pratiquement inutiles en raison de la grande profondeur de l'océan. Le sous-marin resterait coincé dans la boue du fond marin, le rendant immobile et inaccessible. Nous n'aurions pas d'autre choix que de laisser les passagers là où ils ont été trouvés. Tim Maltin, expert sur le naufrage du Titanic, n'était pas non plus optimiste quant aux missions de sauvetage. Étant donné que Moulton connaissait bien l'emplacement des débris du navire, il a offert une perspective plus réaliste sur le sous-marin disparu. Il a suggéré qu'en raison de la conception défaillante du sous-marin et de la pression océanique, il est probable que l'embarcation ait été endommagée et que l'eau soit entrée. Trouver le sous-marin était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et de plus, les sous-marins ne pouvaient pas le remorquer à la surface de l'océan. Les navires au fond de l'océan sont difficiles à gérer. En outre, nous savons plus sur la surface de la Lune que sur notre propre surface océanique. C'est pourquoi de nombreux experts considéraient que la mission de sauvetage était une illusion ou une tromperie. Lorsqu'OceanGate a lancé le sous-marin dans l'océan, il savait que s'il se produisait quelque chose de mal, il n'y avait pas de retour en arrière. La société a veillé à ce que les passagers signent plusieurs fois des formulaires de décharge de responsabilité. Il semble qu'OceanGate ait envoyé ses passagers dans l'océan sans intention de les aider. De plus, une lettre écrite en 2018 par des experts de l'industrie a révélé d'importantes préoccupations concernant le sous-marin Titan et ses expéditions vers les restes du Titanic. La Marine Technology Society, un groupe d'experts marins, a critiqué OceanGate, la société derrière le sous-marin Titan, pour son approche expérimentale et le manque d'évaluation indépendante par des organismes de régulation de l'industrie. Ils ont remis en question si le Titan aurait dû être évalué par des conseillers de l'industrie ou des régulateurs des risques. La société a exprimé son mécontentement face aux affirmations d'OceanGate concernant le respect des normes de sécurité établies par DNVGL, une société de classification reconnue. Cependant, il a maintenant été révélé qu'OceanGate n'a jamais recherché la certification de cette organisation. Dans une interview non publiée, le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a décrit le Titan comme un sous-marin personnalisé pour explorer les restes du Titanic, soulignant sa légèreté et sa maniabilité. OceanGate a justifié sa décision de ne pas rechercher la certification en arguant que celle-ci ne prend pas suffisamment en compte le facteur humain et pourrait freiner l'innovation. Bien que l'état de certification du Titan reste un mystère, un journaliste de CBS News a révélé que le document de dérogation qu'il avait signé indiquait clairement que le sous-marin était expérimental et ne disposait d'aucune approbation ou certification réglementaire. OceanGate a été accusé d'avoir négligé les protocoles de sécurité et d'avoir effectué des tests inappropriés avant la tragédie.
David Lockridge, directeur des opérations maritimes de la société, a exprimé des inquiétudes concernant la préparation du sous-marin et ses capacités. Cependant, ces préoccupations ont été étouffées et une bataille juridique a éclaté. Cette situation a mis en évidence les protocoles de sécurité d'OceanGate, mais le résultat est resté secret. Les révélations autour du sous-marin Titan soulèvent des questions sur la réglementation de la sécurité et sur la relation entre l'innovation et les normes de l'industrie dans les submersibles commerciaux. Bien que les implications soient profondes, le rapport est essentiel pour comprendre les causes de la tragédie. OceanGate était conscient des lacunes de sa sécurité, mais a décidé de procéder à l'opération malgré les avertissements. La capacité déclarée du sous-marin à atteindre une profondeur de 4 km s'est avérée fausse, ce qui pouvait déjà être déduit du rapport de Lockridge. Bien qu'ils auraient pu utiliser une fenêtre de visualisation sécurisée pour cette profondeur, ils ont choisi de minimiser les coûts et d'utiliser des matériaux dont la fiabilité était douteuse. Malgré les avertissements de la Marine Technology Society, OceanGate a ignoré les préoccupations des experts en sous-marins et a poursuivi son approche expérimentale, ce qui pose de sérieuses conséquences pour l'industrie. OceanGate a ignoré des problèmes importants lors des expéditions précédentes et a continué à envoyer le sous-marin Titan à des profondeurs extrêmes pour lesquelles il n'était pas préparé. Même des présentateurs et scénaristes connus ont rencontré des défaillances dans le contrôle des propulseurs et des problèmes de communication lors de leur voyage avec OceanGate. Des experts de l'industrie, comme James Cameron, ont critiqué le design du sous-marin et ont souligné le manque de certification et de conformité au contrôle de sécurité de la part de la société. Malgré les avertissements, OceanGate a persisté dans ses actions, arguant que les tests de sécurité standardisés entravaient l'innovation technologique. Cela met en évidence la négligence de la société et son mépris pour les rapports d'experts et les contrôles de sécurité. Pendant longtemps, Rush a rejeté les opinions d'experts qui remettaient en question les expéditions d'OceanGate, les considérant comme irrélevantes. Dans son blog, il a plaidé contre l'implication de tiers dans le processus d'innovation et s'est montré réticent à permettre à quelqu'un d'extérieur de démanteler sa création. Malgré cela, OceanGate a mené des activités uniques et fascinantes, suscitant l'intérêt des passionnés du Titanic. Cependant, ces opportunités ont été réservées à des chercheurs et des explorateurs expérimentés. Nos missions de récupération des restes du Titanic ont également été défiantes et dangereuses. Bien qu'il ait été logique que des experts plongent dans les profondeurs océaniques, transformer cela en une entreprise publique ne vise que le profit, sans tenir compte des protocoles de sécurité. De plus, les expéditions qui ont considéré la sécurité ont également rencontré de graves problèmes. Il est important de souligner que le sous-marin en question n'est pas une construction standard, car il n'est pas fabriqué avec des matériaux tels que l'acier haute résistance ou le titane. En 2000, un incident s'est produit qui présente des similitudes avec la récente tragédie et qui aurait pu être un indice de ce qui était à venir. Le journaliste américain Michael Gillen a partagé son expérience effrayante d'être piégé dans un submersible près des restes du Titanic, au même endroit où un autre submersible touristique a disparu par le passé. Lors de l'immersion, ils ont rencontré un puissant courant sous-marin qui a piégé le submersible dans l'hélice, tandis que d'énormes fragments du Titanic tombaient sur eux. Le pilote russe, avec des compétences exceptionnelles, a tout fait pour les libérer, et après près d'une heure d'angoisse, ils ont finalement réussi à se libérer et à flotter en sécurité. Gillen, qui avait peur de ne pas survivre, éprouve une profonde compassion pour les 5 personnes disparues dans le sous-marin touristique et espère qu'elles reviennent saines et sauves. De plus, Gillen souligne que le sous-marin dans lequel il se trouvait était un bateau résistant et fiable, conçu spécifiquement pour des recherches scientifiques dans des conditions extrêmes en mer ouverte. Curieusement, le récent voyage touristique raté au Titanic a conduit à la découverte des restes du Titan au fond de l'océan, maintenant en morceaux. Le docteur Gillen et Tyson expriment des doutes sur l'adéquation du submersible Titan et remettent en question s'il aurait dû être autorisé à effectuer une plongée aussi risquée. Ils soulignent l'importance de disposer de navires bien construits et certifiés pour explorer les profondeurs marines. Le contraste entre le Mero 1, fiable et conçu à des fins scientifiques,
et les préoccupations de sécurité entourant le Titan soulèvent des interrogations sur son aptitude pour les expéditions touristiques. Les deux experts plaident pour une pause dans les expéditions vers le Titanic, jusqu'à ce que l'on comprenne mieux les défaillances du Titan et l'importance de la sécurité dans l'océan. De plus, ils soulignent le respect dû au reste du Titanic en tant que lieu de repos final pour de nombreuses personnes et la nécessité d'être prudent et de collecter des informations avant de se lancer à nouveau dans les profondeurs marines. La décision abrupte d'OceanGate de suspendre toutes les opérations a laissé tout le monde dans l'attente de plus de détails. Il est invité à partager des opinions sur les nouvelles découvertes liées à OceanGate et à ses sous-marins dans les commentaires.